Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'ouverture sur les technologies. Alors je commencerai cette édition par un nouveau rendez-vous. Chaque semaine, un spécialiste des transformations et de l'innovation de rupture décryptera une actualité pour nous dire ce qu'il en pense en termes d'audace et de modification des modèles. Ce sera l'interview Disruption avec Alain Staron. Ensuite, au cœur de cette émission, 3 spécialistes du numérique partageront leur expérience face à la crise Covid-19. Alors quels sont les modèles de résilience qu'ils ont testés? Faut-il lever le pied ou au contraire accélérer? Ce sera notre débat dans quelques minutes. Et puis nous découvrirons des inventions bio-inspirées, aussi bien dans le sport que dans l'industrie des plastiques. Mais tout de suite, donc place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous accompagnez les entreprises dans la mise en œuvre de leur transformation. On peut dire que vous êtes un militant de la disruption, c'est-à-dire donc de l'innovation de rupture, la remise en question des modèles. Et cette semaine, l'actualité qui vous fait réagir et que vous avez envie de commenter, ce sont 2 procédures qui ont été lancées contre les GAFA. D'un côté, celle de la Commission européenne contre Amazon et de l'autre, le procès antitrust du ministère de la Justice américain contre Google. La fin d'un monde, peut-être. Ces 2 actualités qui sont assez proches reflètent néanmoins 2 réalités différentes, même si on parle des GAFA. Dans le cas de Google, on est clairement sur l'abus de position dominante. Plus de 80-90% des recherches sont faites par Google dans les pays occidentaux. Chez Amazon, le problème est un peu différent et plus ancien. Il consiste à dire que si vous êtes un vendeur qui allait sur Amazon, Amazon c'est exactement ce que vous vendez. Et comme Amazon peut vendre en direct, s'il sait ce que vous vendez, il peut le faire à votre place. Ça a coûté Toys R Us, qui en 2000 a démarré, en 2004 a voulu reprendre son indépendance, l'a reprise en 2006, c'était trop tard, ils ont fait faillite en 2017. C'est pas un abus de position dominante. Le e-commerce, c'est 10% du marché mondial, du commerce de détail, 10%. Dans le jouet, c'est 20% quand même. Et Amazon, ce n'est que 40%. Alors, c'est 40%, mais ce n'est que 40%. Donc, on ne peut pas partir de c'est un abus de position dominante. En revanche, on peut dire qu'ils ont installé un modèle dit de plateforme horizontale dans lequel ils vont proposer à tous les fournisseurs d'accéder à leurs clients. Et au sein de cette plateforme, ils concurrencent leurs fournisseurs. C'était le procès de Microsoft, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, parce qu'Explorer empêchait, installé par défaut leur moteur, Explorer, bref, installé. C'était en 1998. Oui, alors ils ont Internet Explorer a commencé effectivement cette exactement. Et donc, ils ont question perdu du un procès. démantèlement ou pas. Et ils ont perdu un procès parce qu'ils empêchaient les autres navigateurs de s'installer. Alors, il y a eu un appel qui a été envoyé par 135 entreprises et 30 associations professionnelles à l'Union européenne pour lui demander d'adopter une ligne plus ferme contre Google et ses pratiques jugées anticoncurrentielles. Contre Amazon, on sait qu'il y a également une procédure. La question que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes un spécialiste de la disruption, c'est est-ce que la réglementation peut servir de rempart contre la disruption? En fait, je crains qu'elle arrive trop tard systématiquement. Les gens qui se plaignent sont des gens qui vont déjà très mal face à des concurrents qui sont déjà très bien installés. Et donc la réglementation peut essayer d'installer une digue, mais en face de nous, on a un tsunami. Donc il est possible que ça ne suffise pas. D'ailleurs, tout le monde se plaint. Tout le monde dit vous arrivez trop tard. Nous n'allons pas pouvoir survivre. Et pourtant, c'est un truc connu. Je vous ai parlé de Toys R Us, mais dès que vous donnez vos données à quelqu'un qui peut faire votre métier, vous vous installez dans une position de faiblesse. Vous vous installez dans une position de vous faire disrupter. Et c'est connu depuis, encore une fois, depuis le siècle dernier. Alors, pourtant, il y a quand même un point positif qu'on peut saluer, c'est qu'il y a une vraie transformation numérique des modèles aujourd'hui qui se généralise dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas juste un appel au secours, aidez-moi, réglementation. Il y a aussi, ça s'accompagne aussi d'un mouvement d'accélération sur le numérique. Heureusement, tous ont compris, tous ont envie de faire. Et vous avez typiquement Intermarché qui dit moi, je propose le click and collect pour tous les libraires. Donc, entre guillemets, il se met dans une position de type Amazon. Et d'ailleurs, il en fait la publicité. Une marketplace. Sorry, Jeff. Ouais. Il dit oui, je vais faire votre métier aussi. Donc, oui, pourquoi pas. Je reprends ce qui s'est déjà fait, mais avec les mêmes risques possibles. À côté de ça, vous avez d'autres entreprises qui disent si les clients sont chez Amazon, je vais y aller.
Donc typiquement, je fais une interface soit avec Google Assistant, soit avec Amazon Alexa, mais les commandes sont prises par Google ou par Amazon. Donc dans ces cas-là, je donne mon ticket de caisse à quelqu'un qui va pouvoir me disrupter. Le seul aujourd'hui qui fait exception, c'est Leclerc qui dit « Oui, j'utilise un assistant, mais la transaction est forcément chez moi. » Donc lui, il a compris que son ticket de caisse, en bon distributeur, c'est sa valeur première. Il ne faut surtout pas qu'il la laisse échapper. Que les données clients restent la propriété Ouais. de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qu'on peut imaginer plus disruptives? Et oui, dans le même moment, la semaine dernière, on avait aussi Galeries Lafayette qui annonçait ouvrir son 3e magasin en Chine. Donc, le commerce physique n'est pas mort, surtout en Chine où on pourrait penser que c'est là qu'on fait le plus virtuel. Et quand on regarde bien, ils vont s'installer dans un shopping mall. Et les shopping malls en Chine, ce ne sont plus des shopping malls, ce sont des malls dans lesquels on va au restaurant, on va au cinéma, on va à la patinoire, on va faire du sport, on va se promener, on va confier ses enfants tout l'après-midi dans des aires gardées et éventuellement on fait du shopping. Donc on est vraiment dans des malls de divertissement. Et si je poursuis l'analogie, je regarde ce qu'a fait Galeries Lafayette dans son magasin des Champs-Élysées, ils ont installé des personal stylistes. Donc ce sont des gens qui sont là pour vous conseiller dans votre style personnel, c'est gratuit. Ce n'est pas un acte de vente et c'est néanmoins un vrai service. Donc voilà des innovations pertinentes pour réinstaller la notion d'intérêt à aller dans le commerce physique. Et alors, quelle serait la clé que vous pourriez donner là à nos téléspectateurs pour ne pas se faire disrupter? Alors, c'est tout bête. Si vous regardez l'e-commerce est venu des limites du commerce physique. En particulier, je fais la queue, je porte mes paquets, je dois payer. L'e-commerce, tout ça, j'ai plus besoin. Je ne fais plus la queue, c'est livré et c'est payé de manière automatique. Alors, on peut aller dans le retail vers là, dans la distribution physique, même si beaucoup de distributeurs traditionnels français ne le souhaitent pas, disent non, on aura toujours des caissières. Pas sûr, pas sûr. Si vous regardez les derniers magasins d'Amazon, vous aviez Amazon Go, vous prenez les objets, vous partiez. Vous avez maintenant Amazon Fresh, vous mettez vos objets dans 2 sacs qui sont dans les caddies et vous sortez sans faire la queue et sans payer. Donc, le commerce physique ne coupera pas à gommer ses freins, ce qu'on appelle les pain points. Mais au-delà, le fond du sujet. Si je peux tout obtenir chez moi sans sortir de chez moi, il faut que je redonne envie de sortir de chez moi. Donc la vraie suggestion, c'est de redonner envie d'aller dans le magasin, donc d'associer du plaisir avec le fait de sortir, ce dont on va avoir très envie post-confinement. Merci beaucoup Alain Staron, vous êtes PDG d'Amborella. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que nous avons présenté ici même, Autodisruption. Nous on continue avec